Bonsoir à tous. La Chambre des notaires d'Auvergne a décidé de vous présenter un thème d'actualité qui parle à tous, sur la vulnérabilité. Nous faisons le constat que en fait, nos clients nous parlent plus facilement de leur décès futur que de leur éventuelle incapacité. Donc on a décidé un petit peu de vous présenter ce thème. On va vous le présenter en 3 parties différentes. On va commencer par l'habilitation familiale. Ensuite, on va vous parler des mesures de tutelle-curatelle. Pour terminer enfin par le mandat de protection future. Alors, première partie, on va dire l'habilitation familiale. Je te laisse la parole. Je commence. Bien. Bonsoir à tous. Donc je commence, je vais vous parler de l'habilitation familiale, donc qui est une mesure de protection des personnes vulnérables, plutôt une mesure qui est déjudiciarisée par rapport à la tutelle et la curatelle. D'accord. C'est une mesure qui est relativement récente puisqu'elle a été instituée par une ordonnance du 15 octobre 2015, elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Le but de cette loi, c'était simplifier les régimes de tutelle et curatelle, avoir quelque chose de plus souple et puis aussi de désengorger les tribunaux. D'accord. Alors, elle a un certain succès puisque quand elle a été instaurée donc en 2016-2017, il y avait 13 000 mesures d'ouvertes. Fin 2023, il y avait 100 000 mesures d'ouvertes sur 700 000 personnes qui sont placées en tutelle ou curatelle. Ça augmente chaque année. Elle permet à un proche de l'assister ou de le représenter d'une manière générale pour les besoins de la vie courante et pour les actes de tous les jours. Alors, comme toute mesure tutelle, curatelle ou même pour exécuter un mandat de protection future, il faut que l'état de la personne soit médicalement constaté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une altération de ses facultés mentales ou physiques, d'accord, qui l'empêche d'exprimer sa volonté, et ce qui nécessite de ce fait-là une assistance et une représentation ou une représentation pour les besoins de la vie courante, d'accord. Elle peut être spéciale ou générale, d'accord. Elle peut être limitée à un acte particulier. C'est une mesure qu'on dit subsidiaire parce que dans le Code civil, il y a des dispositifs qui existent qui permettent de représenter les gens par le biais d'une procuration, par le biais du régime matrimonial notamment. Elle est subsidiaire également au mandat de protection future qui sera traité plus tard. Elle est axée sur la famille, c'est-à-dire que les personnes qui vont faire office de tuteur, on n'en parle pas de tutelle, de tuteur, on parle plus de représentants, ce sont des personnes de la famille proche. Ok. Donc ça, je vais vous expliquer après qui pourra être nommé. Donc c'est basé sur la confiance que peut avoir la personne vulnérable envers un de ses proches. Et alors, grosse différence par rapport à la tutelle et la curatelle qui seront traitées après. Donc on a dit c'est une mesure qui est plutôt déjudiciarisée, ce qui fait qu'il n'y a pas de contrôle. Lors de l'ouverture, il n'est pas imposé un inventaire, il n'y a pas de contrôle des comptes, il n'y a pas de surveillance de la mesure, il n'y a quasiment pas d'intervention du juge, d'accord, sauf sur des cas particuliers qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. Alors, mise en place de l'habilitation, c'est bien ça ? Très bien. Alors, qui peut faire la demande d'habilitation ? Donc, ça peut être la personne à protéger elle-même. Bon, c'est peu fréquent en pratique parce que les gens, ils n'ont pas forcément conscience de leur état de faiblesse. Donc, ils ne vont pas forcément eux-mêmes faire la démarche pour demander une protection. Les personnes qui peuvent faire la demande, c'est les personnes qui peuvent être nommées comme représentants, donc les gens de la famille proche. Ça peut être le procureur de la République, qui aura été sollicité éventuellement par un médecin. Donc, qui peut être nommé comme représentant ? Donc, ça peut être les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les époux, le partenaire de Pacs ou le concubin, dans la mesure où la communauté de vie n'a pas cessé.
Donc, il faut que ces personnes-là s'accordent sur le choix du représentant. Sont exclus les neveux, les nièces ou la belle-famille. Évidemment, les associations tutélaires, les mandataires judiciaires professionnels à la protection des majeurs ne peuvent pas être représentants dans le cadre d'une habilitation familiale. C'est une fonction qui n'ouvre pas droit à rémunération, ce qui explique cela. Voilà, c'est une mesure, donc je vous l'ai dit, qui est axée sur la famille, qui est basée sur la confiance. En clair, si la personne à protéger a une certaine défiance envers sa famille ou si le juge s'aperçoit qu'il y a peut-être un conflit familial, il ne doit pas instaurer une habilitation familiale, mais se tourner vers une tutelle ou une curatelle, d'accord, du fait du contrôle qu'il peut y avoir derrière sur les actes. Alors, où faire la demande d'habilitation familiale? Donc, elle s'effectue auprès du juge du contentieux de la protection, donc l'ancien juge des tutelles, auprès du tribunal dont dépend le domicile de la personne à protéger. Il y a un certain nombre de documents à fournir. Donc, extrait de naissance de la personne à protéger, sa carte d'identité, la carte d'identité également de la personne qui demande l'habilitation, le certificat médical circonstancié, donc ça c'est évidemment nécessaire. Donc, c'est un certificat qui provient d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République qui va se déplacer et qui va constater effectivement que l'état de la personne nécessite la mise en place d'une habilitation familiale. Une requête doit être faite donc auprès du juge qui peut demander des pièces complémentaires, qui peut auditionner la personne vulnérable, sauf si effectivement le médecin vient nous dire, a constaté que la personne, compte tenu de son état de santé, n'avait pas à être entendue par le juge. Donc le juge prend sa décision, donc va décider de la mise en place de l'habilitation familiale si c'est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de la personne à protéger. Donc il va choisir ça plutôt qu'une tutelle ou d'une curatelle. Il désigne donc effectivement le représentant. Il s'agit soit d'une habilitation générale ou spéciale, donc ça ma consoeur Maître Connor Dupic fera le distinguo, et ça peut être sous forme de représentation totale ou sous forme d'assistance, d'accord ? La décision est susceptible d'éventuellement de faire un recours dans les 15 jours de sa notification. Il y a une publicité de la mesure, de manière à ce que les gens soient informés. Alors c'est plus les notaires, mais il n'y a pas que les notaires. Quand il y a une habilitation familiale générale, il y a une mention qui est portée en marge de l'extrait de naissance. Alors, si c'est une habilitation qui est délivrée pour faire un acte particulier, il n'y a pas de publicité spécifique. Bon, alors après, on est toujours confronté au problème actuel des délais d'instruction des demandes auprès des tribunaux. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, voilà, parce que vous l'avez compris, il y a quand même une démarche à faire, saisir le tribunal, demander le certificat médical. Il y a une décision du juge, en général, c'est entre 3 et 6 mois que la décision est prise. On va passer, voilà, donc la diapo d'après. Donc, s'il s'agit d'une habilitation familiale générale, elle est fixée pour un maximum de 10 ans. C'est éventuellement renouvelable pour une période de 10 ans. On peut même aller jusqu'à 20 ans si effectivement l'état de santé de la personne fait qu'il n'y aura pas d'amélioration. Quand il s'agit effectivement d'une habilitation spéciale, elle est délivrée uniquement pour un acte spécifique et après elle n'a plus d'effet. À tout moment, le juge peut faire basculer l'habilitation générale sous une mesure de tutelle ou de curatelle si c'est dans l'intérêt de la personne protégée et notamment s'il y a un problème de conflit familial. Ok, tu prends la suite ? Allez, donc moi je vais vous parler plus du fond que de la forme, donc qui a été abordée par Maître Basset. Donc il vous l'a déjà dit, l'habilitation familiale, elle peut être en représentation ou en assistance. Donc en représentation, c'est quand la personne a une altération grave de ses facultés, donc elle a vraiment besoin d'être remplacée, on va dire, dans les actes de sa vie. Toutefois,
la personne qui va représenter la personne qui est placée sous habilitation, non, ça n'empêche pas qu'elle aille rechercher sa volonté et qu'elle la consulte pour pouvoir agir. Elle peut être en assistance, donc ça va être un petit peu comme dans la curatelle. Hein, la personne habilitée va être là pour assister la personne dont qui a une altération modérée de ses facultés et elle va lui apporter des conseils et respecter sa volonté et l'interroger quand il va falloir prendre une décision. C'est le juge qui va décider de tout ça en fonction de ce qu'il apprécie de l'altération des facultés de la personne. Ensuite, l'habilitation, donc elle va pouvoir être soit générale, soit spéciale. Donc c'est ce que Damien disait, hein, en fonction de ce qu'on va avoir besoin de faire. Donc soit on va avoir besoin de protéger la personne dans sa globalité et en permanence, soit on va avoir besoin de la protéger spécifiquement à un moment donné pour faire une opération spécifique. Donc, dès lors où on a une habilitation familiale, et notamment lorsqu'elle est générale, eh bien, la personne qui va être désignée, donc dans la famille pour pouvoir assumer tout ça, va accomplir notamment des actes d'administration. Donc, les actes d'administration, ça va être autant entretenir un bien immobilier, ouvrir, suivre et clôturer les comptes bancaires, payer les factures, faire la déclaration de revenus, accepter ou renoncer à une succession, à un legs. En fait, tout ce que la personne pourra être amène à faire pour gérer sa vie, eh bien, c'est la personne habilitée qui va le faire à sa place. Elle va aussi faire les actes de disposition, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir représenter la personne pour louer, pour vendre des biens immobiliers, mais on va voir que pour la résidence principale, il y a quand même des mesures de protection pour pouvoir intervenir à un acte de partage. Voilà. Et elle va également pouvoir agir pour faire des actes qui concernent la personne elle-même. En fait, la personne protégée, elle va prendre elle-même les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état de santé lui permet. Elle a envie de partir en vacances au ski ou à la mer, elle a le droit de le faire. Elle a envie d'habiter à la montagne ou en ville ou à la campagne, elle va pouvoir le faire également. Elle va pouvoir aller à l'église ou au temple ou à la mosquée, elle pourra pratiquer librement ses convictions religieuses et elle va pouvoir faire le sport qu'elle veut. Voilà. Il n'empêche que la protection de la personne, elle va quand même être différente dès lors où on est en représentation ou en assistance. Hein. Donc, on va parler spécifiquement là de la protection. Alors, attendez, ça, on vient de le voir. Ah, il manque une petite page, bon, mais ce n'est pas grave. Donc, l'habilitation familiale en représentation pour ce qui est de la protection de la personne proprement dite. Donc, la personne habilitée prend les dispositions nécessaires pour que les conditions de vie de la personne protégée soient dignes, que son état de santé fasse l'objet d'un suivi médical approprié, que ses droits et ses libertés individuelles soient préservés et que quiconque ne porte atteinte à son intégrité corporelle et psychologique. Quand on est dans l'habilitation familiale en assistance, la personne habilitée apporte ses conseils à la personne protégée, tant au niveau de ses conditions de vie, de son suivi médical, du respect de ses droits et libertés et de la préservation de son intégrité morale et physique. Donc vous voyez qu'il y a une petite nuance. Hein. Quand on est en représentation, eh ben on a quelqu'un qui prend les décisions à sa place. Et quand on est en assistance, eh bien, on reçoit simplement des conseils et on est orienté pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, après, voilà, on va avoir donc la personne habilitée, elle ne va pas pouvoir agir tout le temps comme elle veut et elle va des fois devoir demander l'assistance du juge, notamment pour faire des actes à titre gratuit, des donations, sauf si on a une habilitation en assistance, puisque là, la personne garde quand même la signature, hein, la possibilité de pouvoir acter. Donc, dans ces cas-là, elle va pouvoir donner en étant assistée. Par contre, si elle est en représentation, il faudra aller demander l'accord du juge pour pouvoir faire une donation. De la même manière que pour renoncer à une succession déficitaire, il faudra solliciter le juge. Alors, mes consoeurs interviendront tout à l'heure hein, par rapport dans le cadre de la tutelle, hein, notamment comment on fait maintenant pour renoncer à une succession. Il faudra donc également
l'accord du juge quand on va disposer de la résidence principale ou de la résidence secondaire de la personne qui est protégée. D'accord ? Donc là, le juge appréciera si, notamment, la personne qui désire vendre sa résidence sera à même ou pas d'y retourner un jour. Quand il va y avoir un conflit d'intérêts entre la personne habilitée et puis celle qui la représente, eh bien, on est papa, maman, on est papa, on est l'enfant, on a besoin de vendre une maison dans laquelle on a indivision, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Donc là, il va falloir demander l'autorisation au juge de dire oui, effectivement, on peut vendre ce bien ou on ne peut pas le vendre. On va également demander l'autorisation du juge pour les actes qui portent gravement atteinte à la santé, à l'intimité de la vie privée. Pour se paxer, se marier et divorcer, également, on va devoir solliciter le juge et le juge sera également sollicité pour annuler ou réviser un acte qui a été pris par la personne elle-même et qui est contraire à ses intérêts. Et on verra tout à l'heure les conséquences des actes qui ont été pris par la personne toute seule, la personne habilitée toute seule. Alors, il existe des actes interdits. Voilà, mais ce n'est pas tout à fait ce que j'avais transmis, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Les actes interdits, voilà. Donc, la personne protégée, donc la personne qui est dans un état d'incapacité, elle ne pourra pas rédiger un mandat de protection future pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Donc, on vous parlera tout à l'heure de ce qu'est le mandat de protection future. Elle ne pourra pas non plus aller à la banque en disant je fais une procuration pour telle et telle personne sur ses comptes bancaires. Et elle ne pourra conclure seule des actes de disposition, on l'a vu tout à l'heure, donc la vente d'un immeuble, la conclusion d'un emprunt, d'une donation ou d'administration. Elle ne peut pas les faire toute seule. Elle peut les faire accompagnée si elle est en assistance ou en représentation. Les actes interdits à la personne habilitée, donc la personne qui va être là pour assister la personne qui est déficiente, eh bien, elle ne pourra pas acquérir ou louer à titre personnel un bien qui appartient à la personne protégée. Bien sûr, on se retrouve dans un conflit d'intérêts. Elle ne pourra pas exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée. Elle ne pourra pas renoncer gratuitement à un droit acquis, représenter la personne pour faire un testament. Elle ne pourra pas non plus souscrire un acte de cautionnement pour la personne où c'est la personne protégée qui s'engage, consentir des mains levées sans paiement, constituer des servitudes gratuitement, souscrire un contrat d'assurance vie en cas de décès. Et elle ne pourra pas non plus procéder à la reconnaissance d'un enfant ou d'un enfant à naître ou d'un enfant qui est déjà né, conçu. Voilà. Ensuite, donc, pour parler des sanctions, la personne protégée, elle a agi toute seule, elle est allée vendre un bien toute seule, elle a fait un acte d'administration ou de disposition, eh bien l'acte est nul, d'accord, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice, que ça lui soit préjudiciable ou pas, l'acte est nul, sauf si l'habilitation familiale est en assistance et qu'elle a fait quelque chose sans être assistée. Dans l'hypothèse où la personne habilitée n'a pas obtenu préalablement, donc la personne qui représente, si elle n'a pas obtenu préalablement l'accord du juge titulaire pour effectuer un des actes, ceux-ci peuvent être mis en cause et contestés. Il en est de même par les actes interdits, strictement interdits à la personne habilitée. Donc ça veut dire j'agis toute seule, je suis incapable, c'est nul. La personne habilitée n'a pas demandé l'autorisation pour pouvoir faire quelque chose, ça n'entraîne pas la nullité. Mais ça peut être mis en cause par le juge. Ensuite, la personne qui est habilitée, eh bien, est-ce qu'elle est contrôlée ou voilà. La personne habilitée, est-ce qu'elle va devoir rendre des comptes au juge? Alors, on n'est pas dans un cadre de tutelle, par exemple, où il faut rendre compte de sa gestion. Là, il n'y a pas de compte à rendre au juge. Par contre, c'est bien de tenir une petite comptabilité, on va dire de bon père de famille, un petit cahier, crédit, débit, de manière à avoir une traçabilité de comment on gère, mais on n'a pas à justifier auprès du juge. Voilà, et le juge quand même peut avoir, ou la famille, dire il y a des choses qui ne se passent pas très bien, on demande à ce qu'il y ait un contrôle qui soit fait, mais c'est loin d'être automatique. Voilà. Et auquel cas, la responsabilité de la personne
qui est habilité, qui a mal agi, eh bien, sa responsabilité peut être recherchée et après s'en suivre les condamnations qui pourraient aller avec, en fonction du degré de gravité de ces méfaits. Voilà. Allez, donc je laisse la place à la curatelle. Merci. Bon, je crois qu'il y a la curatelle et tutelle qui passent, et puis après, ça sera... Bonsoir à tous. Alors, je vais traiter... Voilà, avec ma consoeur maître Poté, de la curatelle et de la tutelle. Alors, la première partie, un petit peu le déroulé de cette intervention dans cette deuxième partie de la conférence. Comment on met en place ce système de protection ? Pour qui, à qui c'est destiné, dans quel but, quelles sont les conditions de la mise en place de cette protection, qui va faire la demande, comment est-ce qu'on fait cette demande, quel en est le coût, qui exerce ensuite les fonctions, qui est désigné, curateur et tuteur, la durée de la mesure et enfin comment se termine cette mesure. On aura la deuxième partie qui sera traitée par ma consoeur maître Poté sur les pouvoirs et les obligations des curateurs et tuteurs. Avec donc l'établissement d'un inventaire quand s'ouvre la mesure, quels sont les actes concernés et le compte annuel de gestion, comme le disait maître Connor Dupic, là on doit rendre compte de la gestion. Un petit lexique, puisqu'il y a eu des changements de vocabulaire. Le tribunal d'instance aujourd'hui s'appelle tribunal de proximité. Le tribunal de grande instance, on le dénomme désormais le tribunal judiciaire. Et le juge des tutelles est désormais dénommé juge des contentieux de la protection. Alors, comment se met en place la mesure de protection au départ ? Alors, à qui elle s'adresse ? C'est le principe de nécessité. Donc, il faut que ce soit évidemment nécessaire pour la personne qui est concernée. Elle est destinée à toute personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule aux actes qu'elle doit passer en raison d'une altération médicale, donc soit des facultés mentales, soit des facultés physiques. La curatelle, elle est destinée à des personnes vulnérables qui ont simplement besoin d'être assistées, alors que la tutelle, c'est une personne qui a vraiment besoin d'être représentée de manière continue. Donc voilà, la curatelle, ce que je disais, effectivement, on a besoin d'être conseillé ou assisté dans les actes de la vie. Et la tutelle, la personne, dans ce cas-là, est complètement représentée de manière continue. Alors, quelles sont les conditions de la mise en place de la protection ? C'est le principe de subsidiarité. Ça signifie que l'ouverture de la mesure, elle est uniquement prévue si d'autres éléments ne peuvent pas être mis en place. Donc, mes confrères parleront tout à l'heure du mandat de protection future, qui est une manière conventionnelle de nommer son tuteur. Il y a aussi des possibilités d'habilitation dans le cadre des époux du régime primaire, en fait. Qui peut faire cette demande ? Donc, ce sont les proches de la personne concernée. Donc, on a la personne concernée en elle-même, le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, un parent ou un allié. Voilà, donc c'est toute personne qui peut avoir un lien étroit avec la personne concernée qui peut faire cette demande. Ça peut être aussi la personne qui exerce déjà une mesure. Par exemple, la personne a été placée sous curatelle, donc elle est assistée. Et si cette personne estime que cette protection n'est plus suffisante, on peut à ce moment-là modifier le système de protection pour passer sur une tutelle. Et il y a également le procureur de la République qui peut faire cette demande ou à la demande d'un tiers. Comment est-ce qu'on fait cette demande ? Le dépôt s'effectue auprès du juge des tutelles du tribunal de proximité, donc tribunal d'instance, du lieu de résidence du majeur à protéger. Et donc, dans la mesure où c'est possible, le juge, il entend la personne concernée et la personne qui fait la demande, éventuellement les avocats, et il examine la requête avant de se prononcer, puisque c'est lui qui va décider de la mesure qui va être mise en place en fonction de l'état ou de la situation de la personne. Les documents qui sont nécessaires à la demande, donc il y a un formulaire administratif, un formulaire CERFA qui est à remplir, et il faut évidemment un certificat médical circonstancié.
Donc ce certificat médical, pardon, il est délivré par un médecin qui est inscrit sur une liste bien particulière. Par contre, pour la curatelle, qui est un système un petit peu plus léger, c'est plus obligatoirement un médecin qui est inscrit sur cette liste. Le coût de cette procédure, alors il est gratuit, c'est-à-dire que la demande en justice est gratuite. Le seul coût qui s'impose, c'est le coût de l'expertise médicale obligatoire. Il est fixé par décret et aujourd'hui il s'établit à 160 € hors taxe, donc 192 € TTC. Et il est à la charge de la personne à protéger. Le coût de l'exercice de la mesure, alors bien souvent elle est exercée à titre gratuit quand elle est confiée à un membre de la famille. Par contre, si c'est un mandataire qui est nommé, bien sûr, là il y a une rémunération qui est mise en place. L'instance décisionnaire, donc, voilà, le coût je ne l'avais pas passé. Hop. L'instance décisionnaire qui décide de mettre en place ou non une mesure de protection et quel est le type de mesure qui va être mis en place, c'est le juge des tutelles. Et ensuite, le tribunal compétent, c'est celui dans le ressort duquel réside la personne concernée. Qui exerce cette mesure de protection? Donc, on l'a vu tout à l'heure, un curateur pour la curatelle, un tuteur pour la tutelle. Et en fonction de la situation, le juge il peut désigner plusieurs personnes et il détermine les conditions d'exercice pour chacun d'eux. Prioritairement, ils sont choisis parmi les proches de la personne à protéger. Et si c'est impossible, effectivement, le juge des tutelles il va désigner un professionnel qu'on appelle mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui est inscrit sur une liste au niveau du département. La définition des actes qui sont concernés par les mesures, alors Maître Potet développera ça plus tard. On peut simplement dire que les actes conservatoires, c'est des actes qui ont pour but de sauvegarder un droit ou d'empêcher la perte de valeur d'un bien. Donc ça peut être par exemple le paiement des charges de copropriété. Les actes d'administration, c'est les actes de gestion courante, par exemple la conclusion d'un bail d'habitation ou l'ouverture d'un compte de dépôt. Et les actes de disposition, ce sont des actes qui engagent le patrimoine de la personne, donc par exemple la vente d'un bien immobilier ou la souscription d'un emprunt immobilier. Alors s'il y a des difficultés dans l'exercice de cette mesure, qui peut saisir le juge des tutelles? Il y a les proches du majeur protégé, donc l'entourage, y compris ceux qui n'ont pas été nommés pour justement exercer cette mesure, ou le procureur de la République s'il a connaissance d'une difficulté à cet effet. La durée de la mesure, elle est fixée pour une durée de 5 ans et ensuite elle est renouvelable par période de 5 ans et elle ne peut jamais excéder 20 ans. Voilà, alors ça dépend effectivement du type de dégradation, on va dire, des facultés de la personne à protéger. Pour la tutelle, c'est pareil, 5 ans ou 10 ans si vraiment la situation de la personne le nécessite, et elle ne peut pas excéder 20 ans non plus. Et il faut savoir qu'à tout moment, la mesure de protection peut être adaptée en fonction de la situation de la personne. La curatelle peut être transformée en tutelle ou alors elle peut être relevée complètement si la personne retrouve ses facultés. Comment prend fin cette mesure? Alors pour la curatelle, évidemment à l'expiration du délai fixé. Si aucun renouvellement n'est donné, qu'elle a été fixée pour un délai de 5 ans, elle prend fin à ce moment-là. À tout moment, elle peut prendre fin si le juge décide, soit qu'elle n'est plus nécessaire, ou alors effectivement pour la transformer après un avis médical en une mesure plus contraignante ou plus lourde. Voilà, et en cas de décès, évidemment, ça met fin à la mesure et au pouvoir du curateur ou du tuteur. La fin de la mesure pour la tutelle, ce sont les mêmes éléments, donc à l'expiration de la durée en l'absence de renouvellement, à tout moment, si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, ou au contraire, si la personne retrouve une partie de ses facultés, il peut l'alléger et la transformer en curatelle. Et en cas de décès également. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Maître Potet qui enchaîne avec la suite. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous indiquer les pouvoirs et les obligations du curateur et du tuteur. Donc, dès l'ouverture
de la mesure de protection. Donc, il va falloir établir un inventaire du patrimoine de la personne protégée. Donc, bien évidemment, donc, ce soit le tuteur ou le curateur qui procédera ou qui fera procéder par un professionnel donc, à cet inventaire, donc lister tous les biens de la personne protégée dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de la mesure de protection, curatelle, renforcée ou tutelle. Cet inventaire donc devra contenir plusieurs éléments. La description des meubles meublants et les objets mobiliers, l'estimation des biens immobiliers, l'estimation des biens mobiliers qui ont une valeur supérieure à 1 500 €, la désignation des espèces en numéraire et bien évidemment l'état des comptes bancaires de la personne protégée, y compris les placements, les autres valeurs mobilières. Cet inventaire va être transmis au juge. Et donc, le juge pourra désigner, dès l'ouverture de cette mesure, un commissaire de justice ou un notaire pour procéder à l'inventaire aux frais de la personne protégée. Si l'inventaire n'est pas transmis dans les délais, le juge peut désigner un professionnel judiciaire pour y procéder aux frais du tuteur. Et donc, ce professionnel peut donc être soit un commissaire de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Nous allons passer au pouvoir du curateur et de tuteur. Dans un premier temps, les actes concernés, donc pour la curatelle simple ou aménagée, donc concernant les actes de disposition, des actes de disposition, donc tels que la vente d'un bien immobilier, une donation, la souscription d'un emprunt immobilier. Donc, c'est les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée. On précise que le curateur doit assister la personne sous curatelle, en sachant qu'une personne sous curatelle peut librement faire son testament. Par contre, pour une donation, il faudra l'assistance du curateur. Concernant la curatelle renforcée, donc, il s'agira des actes de disposition et les actes d'administration. Les actes d'administration, ce sont tous les actes de gestion courante, éventuellement la conclusion d'un bail d'habitation, l'ouverture d'un compte de dépôt, des travaux d'entretien du bien immobilier. Donc dans ces cas-là, je suis dans la curatelle, oui. Dans ces cas-là, il faudra bien évidemment l'intervention du curateur. Je vous précise que la personne en curatelle donc, peut accomplir seul ces actes, mais que le curateur a un droit de regard et donc va procéder à la vérification et demander éventuellement l'annulation ou la régularisation, le cas échéant. Concernant la tutelle, donc ce sera les actes de conservation, les actes d'administration et les actes de disposition, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Donc, dans ce cas-là, c'est le tuteur qui effectue les actes de conservation et d'administration. Pour les actes de disposition, le tuteur doit donc déposer une requête auprès du juge des tutelles. Les actes qui nécessitent l'autorisation du juge des tutelles, nous avons des décisions concernant le logement principal, le mariage, la signature du convention de pax, des donations. Nous avons le testament, mais dans ce cas, le tuteur ne peut ni l'assister ni le représenter, puisque le testament, c'est bien évidemment personnel. Et enfin, l'ouverture ou la modification des comptes bancaires et les actes importants tels que le placement des fonds. En précision concernant les successions, maintenant, concernant une personne sous tutelle, une autorisation du tuteur est nécessaire. C'est-à-dire que pour l'acceptation de cette succession,
en tant que notaire, nous envoyons au tuteur une requête avec l'état de l'actif et du passif, en leur indiquant, bon, bien évidemment, que la succession va être est bénéficiaire. Et à partir de là, le tuteur va nous renvoyer une autorisation pour accepter cette succession et sans passer, bien évidemment, par le juge des tutelles. L'établissement du compte annuel de gestion, donc ça c'est un document qui retrace toutes les opérations, les dépenses et les recettes qui ont été effectuées pendant l'année, qui doivent être effectuées par le curateur ou le tuteur et qui donc doit fournir tous les documents nécessaires et adressés au greffe du tribunal. Concernant les comptes bancaires, le curateur ou le tuteur doit demander donc un relevé annuel. À partir de là, ce compte de gestion adressé au greffe du tribunal va être vérifié et être accepté. Cependant, si nous avons un subrogé curateur ou tuteur qui a été nommé, mais ce qui est assez rare, le tuteur doit lui remettre une copie du compte de gestion et les documents justificatifs. Le subrogé tuteur vérifie ensuite le compte, puis le transmet, éventuellement avec ses observations, au directeur des services du greffe du tribunal. En cas donc de refus d'acceptation du compte de gestion, le greffe du tribunal va rédiger un rapport dans lequel il va exposer les difficultés rencontrées. Donc, bien évidemment, tout ça dans l'intérêt de la personne protégée. Et ensuite, le rapport est transmis au juge qui, lui, va trancher sur ce rapport. Le destinataire du compte de gestion, donc après avoir entendu donc, la personne protégée et obtenu son accord, le juge peut autoriser d'autres personnes, appelées tiers, à se faire communiquer une copie de tout ou partie du compte de gestion et des documents justificatifs. Et en règle générale, il s'agit en principe donc de l'époux ou l'épouse, le partenaire pacsé, un parent, un allié ou un proche. Et ces personnes doivent justifier d'un intérêt certain et reconnu légitime. À la fin de la mesure, le curateur ou le tuteur donc, doit établir un compte de gestion des opérations intervenues dans le dernier compte de gestion annuel. Dans les 3 mois qui suivent la fin de sa mission, le curateur ou le tuteur remet une copie des 5 derniers comptes de gestion. Selon les cas, ce rapport est remis soit à la personne anciennement protégée, soit au nouveau tuteur désigné, soit aux héritiers de la personne protégée. Voilà, j'en ai terminé avec la curatelle et la tutelle. Je vais passer la parole à Maître Faure. Et on va terminer par vous parler du mandat de protection future. Le mandat de protection future qui est applicable depuis le 1er janvier 2009 et qui demeure largement méconnu du grand public. Il s'agit en fait là d'un contrat, cette fois-ci, un mandat qui permet en fait à une personne, le mandant, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes appelées mandataires, qui le représentera pour gérer ses affaires personnelles, patrimoniales, lorsqu'il se trouvera éventuellement un jour dans l'incapacité de le faire lui-même, soit en raison de son âge, soit en raison de son état de santé. En somme, la loi permet en quelque sorte de choisir à l'avance la personne qui pourra s'occuper de sa personne, de ses biens, le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même
en raison donc de ces altérations, l'altération de ses facultés physiques ou mentales. Et ce mandat va s'imposer au juge. Donc c'est tout l'intérêt de s'organiser à l'avance, pas trop tard, parce qu'il faut que la personne ait toute sa lucidité, sa capacité justement pour signer ce mandat. Et nous allons commencer par voir les deux types de mandats qui existent en France. Donc effectivement, deux types de mandats de protection, un pour soi et un pour autrui. Le mandat de protection pour soi, il est nommé par une personne qui a la pleine capacité, qui se dit le jour où ça n'ira plus, je nomme une tierce personne qui va s'occuper de ma petite personne et de mon patrimoine. Le mandat peut être signé dans la mesure où le mandant, celui qui donne le mandat, a toute sa capacité. Donc ça ne peut pas être un mineur non émancipé, ça ne peut pas être quelqu'un qui est déjà sous tutelle, sous curatelle ou sous habilitation familiale. Et voilà. L'intérêt de rédiger ce contrat, effectivement, c'est d'anticiper une mesure plus contraignante qui pourrait être la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle ou l'habilitation familiale. Mandat de protection pour autrui, là, c'est des personnes qui ont la responsabilité d'une tierce personne et qui vont donner un mandat à une troisième personne qui va s'occuper de cette tierce personne. En règle générale, ça concerne les parents d'enfants handicapés dont ils ont la charge, que ces enfants handicapés soient mineurs ou qu'ils soient majeurs, mais pas sous tutelle ou sous curatelle. Voilà, ce mandat il peut être donné par les parents ou par l'un des parents en cas de décès du premier. Il est nécessairement authentique ce mandat, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de le signer devant le notaire. Le notaire aura pour obligation de vérifier que les intérêts et les dispositions de ce mandat sont bien comprises par tout le monde. C'est un mandat qui peut être pris sans l'accord de la tierce personne qui fera l'objet de cette protection. Voilà, et il faut que la personne protégée ne puisse pas pourvoir seule à ses intérêts parce que ayant des altérations médicales ou qui entraînent une impossibilité de pouvoir gérer tout ça, tant pour des problèmes mentaux ou des problèmes physiques qui lui empêchent de manifester sa volonté. Alors comment rédiger ce mandat de protection future, puisque c'est un contrat. Ce mandat, il peut être conclu de deux façons différentes, soit en faisant appel à un notaire, soit par acte sous seing privé. Alors, en faisant appel à un notaire, on parle à ce moment-là d'acte notarié, et le mandant pourra alors confier au mandataire des pouvoirs beaucoup plus élargis, par exemple vendre un bien immobilier. Néanmoins, il faut savoir que l'accord du juge restera nécessaire pour vendre la résidence principale, tout comme les actes à disposition à titre gratuit, comme par exemple une donation. Il est en outre important de noter que les mandats de protection pour autrui, ce que tu évoquais, doivent obligatoirement être rédigés sous forme notariée. Alors l'autre forme, c'est sous seing privé. Le mandant peut effectivement choisir d'utiliser un imprimé CFA qui existe, donc qui peut être téléchargé. Pour que sa date soit incontestable, il faut l'enregistrer auprès de la recette des impôts, du domicile du mandant. Et les droits d'enregistrement sont alors de 125 € et seront à la charge du mandant. Sinon, l'autre possibilité, c'est que le mandat soit établi par acte sous seing privé et contresigné par un avocat. Mais dans ces deux cas que je viens d'évoquer, donc sous seing privé, les effets du mandat seront plus limités.
En effet, dans cette hypothèse, le mandataire ne sera en mesure de prendre que des décisions nécessaires à la bonne gestion du patrimoine, des actes d'administration, mais tous les actes de disposition, vendre, etc., c'est soumis à l'accord du juge. Donc, de manière générale, il est plutôt fortement recommandé de privilégier la mise en place d'un mandat de protection future par l'intermédiaire d'un notaire. Tout d'abord pour profiter de ses conseils, c'est une rédaction qui est quand même un petit peu délicate, ce type de contrat, qui concerne à la fois la personne, par exemple sur les soins médicaux, sur lesquels on peut effectivement décider pas mal de choses, et également sur son patrimoine. On peut indiquer, par exemple, qu'on ne souhaite pas que telle maison soit vendue parce que c'est une maison de famille, pour qu'elle soit transmise aux enfants. On peut prévoir des directives, par exemple, pour l'animal de compagnie. On peut aller relativement loin dans les détails dans ce mandat de protection future. Dans l'acte notarié, dans le mandat donc, de protection future notarié, l'avantage aussi c'est qu'il a date certaine et qu'on va pouvoir donc conférer des pouvoirs beaucoup plus larges, beaucoup plus importants. Et tant qu'à faire de faire un mandat de protection future, autant le faire notarié pour justement prévoir un petit peu toutes les hypothèses, tout en sachant que le coût est relativement limité, environ 400 €, en ce compris les 125 € qui sont nécessaires si le mandat, lui, il est sous seing privé. Voilà, je te laisse la parole pour la présentation. Alors, qui désigner comme mandataire? C'est une bonne question. Eh bien, le choix est libre. On peut choisir une personne physique, on peut choisir une personne morale. En règle générale, une personne physique, souvent, on va choisir un proche, un enfant, un conjoint, un compagnon, un frère, une sœur. Mais il est possible également de nommer une personne étrangère complètement, qu'elle soit professionnelle ou personne physique. Alors, la bonne volonté ne suffit pas dans certains cas, notamment dans le cadre du mandat de protection pour autrui. Effectivement, il faut peut-être avoir des compétences particulières pour s'occuper d'enfants handicapés. Et puis, il faut peut-être également avoir quelques compétences en termes de gestion de patrimoine pour des mandats de personnes qui ont un patrimoine particulier. On a souvent des chefs d'entreprise qui nous sollicitent pour mettre en place un mandat de protection future pour pouvoir gérer des difficultés quant à la continuation de la bonne vie de l'entreprise si ils étaient empêchés. Voilà, en règle générale, le mandat est fait à titre gratuit, mais il peut être fait contre rémunération. Même chose que pour le mandant tout à l'heure, le mandataire il doit avoir la pleine capacité, ne peut donc pas être un mineur non émancipé, ou une personne qui serait sous tutelle, sous curatelle, à qui on aurait retiré l'autorité parentale, et ça peut pas être le médecin, le kiné ou toute autre personne qui s'occuperait du mandant. Il est possible de nommer une pluralité de mandataires. On peut en nommer un, on peut en nommer 2, 10. On peut les nommer pour qu'ils aient une mission conjointe. Voilà, 2 mandataires qui ont les mêmes pouvoirs, et on peut nommer un mandataire qui va s'occuper plus particulièrement de mes besoins de personnel, de m'occuper du petit chien. Et puis un mandataire qui aura plus vocation à s'occuper de la gestion du patrimoine et de l'organisation patrimoniale. On dit que c'est une organisation de mandataires simultanée. Elle peut être également successive. Je nomme Monsieur X et puis à défaut Madame Y. Et voilà. Le fait de nommer plusieurs mandataires peut avoir plusieurs avantages. On augmente les compétences. On est plusieurs, donc on peut se contrôler mutuellement.
Ça permet de diminuer ou d'éviter les conflits d'intérêts qui pourrait y avoir entre le mandataire et le mandant. Toutefois, il peut y avoir un petit risque, hein, c'est que plus on est de fous et plus on peut ne pas s'entendre. Et si on ne s'entend pas, malheureusement, c'est la personne protégée qui va souffrir de cette mésentente. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Si je nomme mon conjoint, par exemple, je peux divorcer à ce moment-là. C'est peut-être pas la personne la plus idoine pour remplir ce rôle. Et puis tenir compte de l'âge aussi, parce que bien souvent on a tendance à nommer des personnes de notre entourage auxquelles on a confiance, qui ont le même âge que soi, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, parce que ces personnes-là risquent eux-mêmes un jour de se retrouver en incapacité. Donc c'est une vraie réflexion de choisir là ou les bonnes personnes comme mandataires. Dans le cadre du mandat de protection pour autrui, le mandataire est obligé d'accepter sa mission au terme d'un acte authentique, donc chez le notaire. Le mandat va prendre effet au moment où, j'anticipe un peu ton propos, au moment où la personne, le mandant, va être en incapacité de pouvoir faire face à ses besoins. Il est possible pour un mandataire de refuser sa mission avant que le mandat rentre en vigueur. Une fois qu'il est rentré en vigueur, c'est plus compliqué. Et puis voilà. C'est ça, tout à fait. Parce que finalement, ce contrat qui a été rédigé, quand est-ce qu'il va entrer en application? Quand est-ce qu'on va le mettre en œuvre? Lorsque la personne qui a signé ce contrat a toute sa lucidité, toute sa capacité, il n'y a pas lieu de le mettre en œuvre, ce contrat, vous l'avez compris. Hein. Et du coup, il peut même être révoqué, modifié, un petit peu comme un testament, hein, tant que justement cette personne conserve ses facultés. Mais dès lors qu'il est constaté que l'état de santé du mandant, donc qui a signé le mandat, ne lui permet plus de prendre soin soit de sa personne, soit de son patrimoine, s'occuper de ses affaires, alors le mandataire effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne application, prenne effet. Alors, cela suppose qu'un médecin agréé, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, soit sollicité afin qu'un examen donc du mandant soit réalisé. Hein. En France, effectivement, il y a une protection qui fait qu'on ne peut pas mettre comme ça une personne sous un régime de protection. On l'a vu tout à l'heure pour les autres régimes, mais pour le mandat de protection future, c'est une sécurité, c'est nécessaire. Il faut passer par le juge et le juge va demander donc à un médecin agréé qui l'examine ce mandant. Donc, suite à cet examen, le médecin sera en mesure d'établir un certificat médical constatant l'altération des facultés et le mandat pourra alors être activé sur la personne, sur le patrimoine. Toutefois, préalablement à sa mise en œuvre, le mandataire devra concrètement encore se rendre en personne, accompagné dans la mesure du possible du mandant, au greffe du tribunal judiciaire du domicile du mandant, et seront alors présentés au greffier le mandat qui a été signé, le contrat, le certificat médical, et le greffier apposera son visa, son coup de tampon pour dire ça y est, le mandat de protection future prend effet, prend application. Et le mandataire pourra à ce moment-là présenter ce mandat au tiers à chaque fois que cela se révélera nécessaire pour agir au nom du mandant dans sa vie quotidienne et pour administrer ses biens. Alors, une fois qu'il est rentré en vigueur, la question se pose du contrôle. Et donc, un contrôle formel dont tu viens de parler avec le greffe du tribunal d'instance qui va vérifier formellement que toutes les conditions sont en place pour que le mandat rentre en vigueur.
Et puis voilà. Tout comme ce qui a été évoqué tout à l'heure par Maître Potet, il y a l'obligation pour le mandataire, au début de sa mission, de réaliser un inventaire. Et puis, chaque année, il doit rendre des comptes, déposer des comptes. Alors, quand le mandat est authentique, eh bien, on dépose des comptes chez le notaire, et chez le notaire qui a rédigé le mandat de protection future. Et quand il est sous seing privé, eh bien, le mandataire a juste l'obligation de garder près de lui les comptes de gestion et les pièces justificatives. Et le contrôle ne se met en place que dans la mesure où ce mandataire et la personne à qui il doit rendre des comptes le jugeraient utile. Oui, d'où l'intérêt du mandat notarié où quand même c'est des décisions importantes qui sont prises et qu'il y a un contrôle. Le contrôle ne s'effectue que véritablement lorsqu'il y a un mandat notarié, parce que le notaire derrière, une fois par an, va contrôler un peu ce qui se fait, quoi. Exactement. Le notaire il va contrôler les comptes de gestion, mais il va également contrôler eh bien, le rôle du mandataire tel qu'il a été défini dans le mandat. On a dit tout à l'heure que c'était un contrat, et donc c'est un contrat avec une liberté contractuelle, alors limitée bien sûr avec toutes les règles qu'on a vues sur la protection des personnes. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais pour autant on peut donner de la place à une grande liberté dans la gestion tant de la personne que du patrimoine. Le mandataire, dans le cadre d'un mandat de protection future notarié, va avoir à peu près les mêmes droits que le tuteur, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, alors que le mandataire, dans un mandat de protection future sous seing privé, lui, n'aura des droits que d'administration. Il sera assez vite bloqué. Très vite dès qu'il aura des décisions importantes à prendre. Voilà. Et là, tu viens à mon aide parce que je ne retrouve plus où est-ce que sont mes petites notes. Mais voilà, il a... Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le notaire, il va regarder les comptes et s'il voit des anomalies, eh bien, c'est un lanceur d'alerte. Il aura la capacité de saisir le juge pour que lui diligente un contrôle un petit peu plus précis. Également, toute personne qui serait intéressée à ce mandat a la possibilité également de saisir le juge s'il voit que ça ne va pas. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs mandataires. S'il y a une mésentente, eh bien, l'un des mandataires peut saisir le juge en disant que l'un ou l'autre ne fait pas ce qu'il faut dans l'intérêt de la personne. Voilà. Et le contrôle également, eh bien, ce mandataire, il doit répondre de toutes les fautes qu'il pourrait faire dans le cadre de son mandat. Et puis, il pourrait se voir condamné à payer des indemnités pour tout ce qu'il aurait mal fait. Voilà, sur le mandat de protection future. Il se termine à un moment, ce mandat, et la fin, ça va être soit pour une raison qui est relative au mandant, soit une raison relative au mandataire. Alors le mandant, il peut reprendre un peu du poil de la bête, et à ce moment-là, s'il retrouve ses capacités, le mandat prendra fin. Alors bien sûr, il faut justifier ça avec un certificat médical. Il peut également ne pas reprendre du poil de la bête, et même au contraire décéder. Alors à ce moment-là, pareil, c'est la fin. Voilà. Enfin, il se peut que le mandant soit placé sous tutelle ou sous curatelle, soit parce que le juge a décidé que le mandat de protection future n'était pas suffisant pour protéger, notamment parce que le mandataire, il y avait un conflit d'intérêts ou je ne sais quoi. Le juge peut également prendre une disposition qui va être juste un complément de ce mandat de protection future. Voilà. Le mandataire, lui, peut ne plus pouvoir remplir ses obligations, soit parce qu'il est lui-même placé sous une mesure de protection, soit parce qu'il est en faillite, soit également parce qu'il décède.
du coup, toujours faire attention à nommer un mandataire plus jeune que soi. Et enfin, le mandataire peut être révoqué par le juge à la protection, à la demande de tout intéressé. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, je pense. Effectivement, vous l'avez compris, hein, ce mandat de protection future, c'est là où vous choisissez, vous décidez, plutôt que de laisser faire les choses et en quelque sorte les subir. Alors quand il y a une bonne entente familiale, on va dire l'habilitation familiale, pourra bien se passer. Lorsque c'est un peu plus compliqué, il est peut-être judicieux par avance d'organiser les choses plutôt que ce soit le juge qui décide pour vous, notamment à travers ce mandat de protection future. Le mandat permet une anticipation un peu plus importante que l'habilitation familiale qui, elle, va être mise en place quand la personne est déjà dans un état où il faut la protéger. Voilà, donc ça permet d'anticiper les choses. Et puis, ce mandat, il peut être fait et puis être modifié parce que la personne qu'on a nommée mandataire soit est décédée, soit est plus aussi proche que nous. Voilà. Voilà, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions ou des précisions sur certains points. Je suis là, il y a pas une question. Voilà, Grolière, notaire honoraire. Vous avez dit tout à l'heure que le mandat de protection future n'avait, si j'ai bien compris, pas connu un vif succès. Alors, bien sûr, si je pose la question, moi j'ai ma réponse, enfin j'ai mon sentiment du moins. Est-ce que, de votre côté, pourquoi vous pensez que ça n'a pas connu le succès qu'on pouvait penser, ce mandat de protection future? Alors, si je peux me permettre, effectivement, il a eu un allumage un peu tardif. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sollicité pour la mise en place de ces mandats de protection future. Donc, c'est plus tout à fait vrai. Je pense qu'au départ, il y avait probablement les notaires qui avaient une appréhension aussi un peu sur l'obligation de contrôler le mandat que l'on reçoit. Et effectivement, le contrôle, c'est quand même une responsabilité qui est importante. Et donc, ça veut dire avoir du temps et être organisé pour pouvoir le faire. Et je pense que ça a été un frein principal. Et puis après, je pense aussi que pour une personne, de penser à ça, c'est quelque chose qui est pas tout à fait automatique. Et on voit certaines personnes qui ont du mal à c'est faire. C'est ça, c'est également les automatismes qui évoluent. Ce que j'évoquais tout à l'heure, autant les personnes pensent parfois à faire leur testament, ils pensent à la mort, que l'incapacité, se dire un jour, il faut peut-être que je fasse quelque chose par rapport à ça, parce que j'aurai plus ma lucidité, ma capacité, etc. Ils veulent un peu moins l'admettre et s'organiser. Donc c'est à nous aussi en tant que professionnels, en tant que notaires, de parfois de susciter ce type d'interrogation. Parce que le mandat de protection future, c'est un outil formidable. Et ça peut permettre de résoudre un grand nombre de situations. Et je pense aussi s'il y a assez peu de mandats, c'est que encore une fois, on n'en parle pas assez, c'est assez méconnu. Donc, il y en a de plus en plus néanmoins. Il y en a de plus en plus. Bon, alors je vais vous faire part de mon sentiment. Je partage tout à fait vos propos. En fait, quand il est sorti le mandat de protection future, j'étais à Bruxelles pour le notariat, pour une réunion à ce sujet, là. C'est un grand truc. Et ma première réaction, j'ai dit, c'est une super idée, ce mandat de protection future. Ça va répondre à... Et puis après, quand j'ai analysé ça un petit peu, j'ai vu le contrôle, puisque c'est toujours pareil dans ce pays, quand on fait une loi, on veut le risque zéro. Hein? Et pour qu'il y ait le risque zéro pour la personne qu'on veut protéger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des moyens de contrôle. Et ces moyens de contrôle, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'étude des comptes. Mais moi, quand j'étais en activité, effectivement, j'ai pris la pétoche, parce que j'ai dit les comptes, analyser les comptes, vous rendez compte du boulot que c'est tout d'abord. Et puis bon, si jamais on a... Alors c'est pas encore une fois, c'est pas que je veux dissuader, je pense que l'idée était excellente, mais les contrôles qu'on met, mais c'est pas spécifique comme la protection future, c'est dans toutes les lois, depuis des années maintenant, c'est la recherche du risque zéro. Et les actions en responsabilité.
Et donc, étudier des comptes et tout ça, vérifier si on a acheté, je ne sais trop quoi, pour la personne protégée, enfin, en qualité de mandataire, et qu'un des héritiers présomptifs dit, mais attendez, là, il n'avait pas besoin de ça, vous allez trop loin, tout ça. Je pense que c'est ça qui freine. Il fallait pas prévoir des contrôles plus légers, surtout pas une analyse des comptes. Et ça fait peur aux notaires, mais surtout, j'ai constaté, moi, que ça faisait peur aux personnes sollicitées. Hein. Alors, à la limite, quand on les nomme dedans, bon, on leur en parle, on n'en parle pas, je ne sais pas d'ailleurs si on doit leur en parler, c'est obligatoire ou pas, non, je ne pense pas. Mais quand ça arrive... Lesquelles personnes le mandataire, la personne qu'on... il signe le contrat, donc il signe le contrat. Donc là, on ne peut pas nommer une personne en disant il acceptera pas. Il doit forcément signer. Parce qu'au moment où là, on va actionner pour le mandat, la personne peut faire marche arrière. En disant... et elle peut faire marche arrière avant que ça soit actionné. Avant. Ouais. Et au moment où elle est mise en demeure, elle ne peut pas faire marche arrière? Non, sauf si vraiment, ce qu'on évoquait, elle ne se sent plus apte à le faire. Après, des fois, c'est pas plus mal qu'elle dise non, mais moi, en raison de mon âge ou en raison de tout un tas de raisons, je ne me sens pas... je l'avais accepté à un moment donné, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, je ne Mais en cours de mandat, donc ça, elle peut le faire. Elle peut dire non, je ne me sens plus la capacité. Par contre, une fois qu'on lui demande que la personne... Là aussi, elle peut éventuellement dire... Moi, je pense qu'elle peut dire... C'est trop lourd. Oui, voilà, c'est trop lourd. C'est ça. Et moi, j'avais constaté... Ce problème, c'est que bien souvent, quand on leur parlait, on disait on est bien obligé de leur dire, il va y avoir un compte de gestion à faire, tout ça, mais dire, niveau responsabilité. Et j'ai eu de nombreuses fois, la plupart du temps, des gens qui avaient peur. Et ça se comprend, parce que les actions en responsabilité, surtout s'il y a d'autres présomptifs héritiers, à la limite, si ça se passe bien, l'habilitation familiale, comme on l'a dit, ne permet pas de gérer l'avenir. Mais au moins, c'est drôlement bien, la stabilisation familiale. Je trouve ça, c'est une excellente chose. Mais là, avec ces systèmes de contrôle, eh bien, on n'a pas la solution véritable qui permet que des gens... il y a trop d'obligations. Et souvent, j'ai eu des refus, moi, la plupart du temps. Alors, voilà. Je ne sais pas, Mathieu... Mathieu Mangron, c'est un notaire, directeur de généalogie groupe Guénifré. Alors, j'ai eu ce cas précis où j'ai eu un chef d'entreprise qui a eu un pépin de santé. Donc voilà, il a fallu qu'on ouvre le mandat. Et j'ai demandé au juge et j'ai fait intervenir un comptable. Pour largement... Voilà. Mais en fait, il y a aussi... Je te rejoins tout à fait, c'est que... ce que tu évoques, Claude, effectivement, on est confronté à ça, mais quand même, on voit que les choses évoluent. Et puis, je parlais tout à l'heure de la liberté contractuelle. Et la liberté contractuelle doit nous permettre de pouvoir... justement, penser à un professionnel, un expert comptable ou je ne sais quoi, qui aura l'obligation de contrôler les comptes du mandataire ou l'action du mandataire dans le cadre de l'entreprise et d'être un petit peu plus précis sur la rédaction pour pouvoir justement faciliter ce contrôle. Mais effectivement, le comptable est une très bonne idée. Le contrôle, jusqu'à un certain point, nous notaires, on peut le faire. Au-delà d'un certain point, c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. Ça dépend des cas de figure, ça dépend des patrimoines. C'est de la même manière, s'il y a beaucoup de biens immobiliers, la gestion de ces biens immobiliers, ce n'est pas nous qui pouvons le contrôler. Il faut qu'il y ait un gestionnaire qui fait rentrer les loyers, qui va s'occuper de tout cela et qui peut contrôler aussi cela. Donc maintenant, c'est de plus en plus vu aussi un peu comme ça. Il y a le mandat de protection future, on va dire classique, et puis pour des patrimoines plus complexes, à ce moment-là, il faut que le mandataire, exactement, il ait les services d'autres professionnels. Moi, je vais vous faire une confidence parce que j'avais, avec beaucoup de prétention, j'ai vu ce problème là. Souvent, je me rappelle notamment d'une dame qui disait bon, j'ai un neveu, mais c'est pas le neveu qui voudra s'occuper de moi. J'ai de l'argent, hein, elle avait de l'argent, de belles propriétés, tout ça. Elle avait des chats. On en rigole. J'ai pas d'animaux, mais pour les gens seuls, tout ça, c'est hyper important, hyper important. Et elle était pleine d'inquiétude. Et cette dame, je la reçois pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis elle dit mais j'ai personne. Alors elle me dit dites-moi comment ça va se passer. Si je perds la boule, comment ça va se passer? Je dis, il y aura un tuteur, une association qui sera nommée, puisque votre neveu, a priori, ne voudra pas s'en occuper, tout ça. Et alors là,
ouh là là, une association, mais on va me mettre dans un mouroir et tout ça. Alors attention, elle n'a peut-être pas tout à fait tort. En plus, il y a le bouquin qui est sorti entre-temps. Je vous parle de ça il y a un certain nombre d'années. Hein. Mais alors, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour cette dame? Alors bon, je ne sais pas si on a enregistré ou autre. Hein, je pense qu'il ne faut pas les autres faire. D'ailleurs, les mères preneuses ne le font pas, cet acte. J'ai créé un acte. Je ne me suis pas dégonflé. J'en avais dû en parler à chacun. J'ai intitulé « C'est les directives patrimoniales anticipées pour le bien-être et le bien vieillir ». Je répète, les directives patrimoniales anticipées pour le bien-être et le bien vieillir. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je voulais donner une réponse à cette personne. Et je n'avais pas de moyens juridiques. Sauf si vous me donnez une solution, mais moi, je ne l'avais pas trouvé. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu dans cet acte? J'ai fait un bilan patrimonial avec cette dame. Et puis, ça a pris un peu de boulot. Hein. Et on a dit, ben voilà, si je perds la tête, eh bien, je veux qu'en premier, eh bien, on passe tout mon argent pour des aides à domicile, on a fait l'analyse de tout le patrimoine. Et ça, ces directives, on les a mis dans un acte. Alors le problème, donc cet acte, à ma connaissance, n'existe pas. Hein. Moi, j'avais pensé à ça parce que c'était les directives médicales, vous savez, qui existaient. Puis ça m'avait fait tilt à l'époque. Donc ces directives patrimoniales, c'est un acte qui n'existe pas. J'ai regardé au niveau de la Cour européenne qu'il y a un vide juridique. L'acte n'existe toujours pas. Et là, le problème, c'était, je vais essayer de vous faire trop court, mais je trouve qu'il y a un vide, donc le notariat pourrait le combler, ce vide, avec cet acte, et surtout avec le fichier. Parce qu'on n'a pas parlé du fichier, il y a une décision qui a été rendue là, il y a 8 jours. Il y a une semaine. Hein, parce que bon, comme j'ai le temps, je suis à la retraite, je regarde un peu ça, quoi, vous en doutez. Hein. Eh bien, cet acte, le tout, c'est qu'il faut lever le secret professionnel, parce que ça veut dire que cet acte qui avait été établi chez moi, eh bien, le neveu en question, je reviens à mon cas très concret, le neveu en question, il sait qu'il y avait un acte qui avait été fait chez Maître Grolière. Donc, s'il y a un tuteur qui est nommé, il va dire, écoutez, tuteur, il faut aller consulter cet acte qui a été fait chez Maître Grolière, et ça vous donnera une feuille de route. Et ça, j'en avais parlé à des tuteurs, des associations tutélaires, à des associations de tutelle, à des juges. Ils ont dit, mais c'est bien, si on a une feuille de route, bon, ils ne sont peut-être pas obligés de la suivre, mais ça va nous aider. Donc, j'ai imaginé ça. Alors, cette pauvre dame, maintenant, elle doit être très âgée. Si jamais elle perd la tête, alors je vois mère preneuse, quand il va y avoir le neveu, qui était un type très sympathique, qui va dire, eh bien là, la tante, elle avait pris des directives chez le notaire. Eh bien, je ne sais pas comment elle va se débrouiller, mais en fait, eh bien, on le sortira. Il faut lever le secret professionnel, c'est quand même assez complexe. Il faudrait que des universitaires s'y penchent. Moi, c'est pas Grolière dans son petit coin qui va inventer tout ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Et j'en suis d'autant plus persuadé que la Cour européenne, je vous dis, j'ai recherché, il y a un vide juridique. Et tout ça, vous avez compris pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas personne qui accepte d'être mandataire. On ne trouve pas, même si on incite et tout ça. Les notaires un petit peu frileux, mais ils assument quand même, et puis c'est normal. Puis Mathieu vient de nous dire une solution, par exemple, moi à laquelle je n'avais pas pensé, mais pour un chef d'entreprise, on n'en a pas non plus tous les 4 matins. Mais donc là, il y a vraiment un besoin, et je pense, et d'autant plus qu'on a notre propre fichier. Parce que là, le fichier qui va être mis en place avec le mandat de protection future, hein, c'est les avocats qui ont dit pourquoi pas, enfin, peu importe, mais ça sera un fichier qui doit être créé par le ministère de la Justice. Sauf que le fichier, j'ai gratté un petit peu, ça coûte 70 millions, je ne sais combien. Donc, enfin, ils ont dit 45 dans un premier temps, après 70 millions dans un... Donc, d'ici qu'il soit fait, la publicité au fichier, ça date déjà de 2015 là, qu'ils ont dit qu'il faut un fichier. On est en 2024, on a dit il faut vraiment qu'il y ait un fichier. Et résultat, alors que nous, on a notre propre fichier qui marche bien, qui est un outil formidable. Donc pour les personnes, on pourrait mettre ce type d'acte si on l'invente, ou au minimum, pourquoi pas, nous ça marche, on n'a pas besoin, il n'y aurait pas besoin de payer 70 millions encore avec nos impôts, surtout dans les périodes actuelles, pour créer un fichier dont on dispose et qui marche très bien. Voilà, alors c'est une suggestion que je fais. Oui. Voilà. Alors, et puis je peux arrêter là. on est en train de travailler sur pour les mandats de protection future pour les personnes qui n'ont pas justement de mandataire aussi, de famille proche. Parce qu'on est aussi dans ces cas de figure où des personnes, comme tu l'évoquais, ils sont vraiment seuls, où ils ont de la famille très éloignée, et qui concrètement va s'occuper de mon quotidien, de mon animal, etc. etc. Et on est en train d'essayer de voir justement certaines associations, certaines qui seraient à même justement de remplir ce rôle et de faire rencontrer justement le mandat et l'éventuel mandataire, si un jour le contrat devait être mis en œuvre. Et voilà, c'est ce point-là qu'on est en train un petit peu d'élaborer. Feuille de route, parce que ce qu'il y a besoin, bien c'est sûr, une feuille de route. bien sûr. Une feuille de route, moi, c'est ce que j'appelais les directives anticipées. Hein, moi, j'ai toute ma tête, tout ça, je sais que mon patrimoine, en plus le notaire m'a expliqué tout ça, tout le patrimoine.
Eh bien, faut qu'il y ait une feuille de route. Et cette feuille de route, je l'appelle les directives anticipées pour le bien-être et le bien-vieillir. Que le notariat crée cet acte, crée cette feuille de route, et à ce moment-là, ce que tu dis, ça va marcher. Et ça ne peut que marcher. Et l'Europe est demandeur. Donc en plus, si le notariat français crée un acte à portée européenne, en utilisant son fichier, voilà. Moi, je lance l'idée, mais maintenant... Mais voilà, je vois qu'effectivement, on partage et que vous réfléchissez justement C'est ça. à ce problème. On est en train d'élaborer cela. Voilà. Merci. Oui, vous avez une question, monsieur? Si on veut établir une gradation dans les mesures de protection, si j'ai bien compris, il y aurait donc l'habilitation familiale, c'est-à-dire une sorte de conseil de famille. Ensuite, avec ou sans mandat de protection future. Ensuite la curatelle et ensuite la tutelle. S'il y a une habilitation, qui est-ce qui peut donner ? Monsieur Dufond. S'il y a une habilitation familiale, on l'a dit tout à l'heure, l'habilitation familiale, elle a un caractère subsidiaire, c'est-à-dire on ne va pas cumuler une habilitation familiale et un mandat de protection future. Il faut juste penser que l'habilitation familiale, c'est juste comme une tutelle ou une curatelle, mais allégée, dans le sens où il va y avoir moins d'obligations pour le représentant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle du juge, en fait. On axe sur une protection qui est familiale, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, le représentant, c'est forcément quelqu'un de la famille proche. Excusez-moi, juste une petite Oui. chose, par l'intermédiaire du conseil de famille, d'un conseil de famille, par exemple. Non, il n'y a pas de Non. conseil de famille. Non. Ça, c'est vraiment propre dans le régime de tutelle. C'est l'hypothèse qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pour réduire la charge de travail des juges. Il y a Exactement ça. bon nombre de familles où on s'entend bien quand même. Et heureusement, c'est la majorité des familles où ça se passe bien. Plutôt que de passer par le juge qui nomme un tuteur que personne ne connaît, etc., là, l'habilitation familiale, c'est l'idée que la famille, les enfants par exemple, ils vont voir le juge en disant ben voilà, notre mère ou notre père, il faut le mettre sous un régime de protection. On s'entend tous bien, et c'est ce que le juge va vérifier, et il va mettre en place cette habilitation familiale, c'est-à-dire une sorte de tutelle familiale. Et donc, les personnes qui sont nommées auront beaucoup moins de contrôle, etc., parce qu'il y a une bonne entente familiale. C'est vraiment le cas de figure où la famille s'entend, là, l'habilitation familiale. Et j'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Le mandant d'un mandat de protection future peut révoquer l'acte qu'il a fait, Oui, sans donner aucune raison. sans donner aucune raison. Tout à fait. Bien. Tout comme vous pouvez révoquer votre testament du jour au lendemain, sans donner de raison, jusqu'à votre décès, vous pouvez modifier vos bénéficiaires, etc. Et le mandat de protection future, tant que vous avez votre lucidité, c'est le critère, bien évidemment, vous pouvez compléter, modifier, voire le révoquer. Alors, il y a une question sur le chat, puisqu'il y a des gens qui suivent cette conférence en ligne. Donc, je vous lis la question. On rencontre parfois des cas où un majeur protégé pose des problèmes graves, récurrents dans une copropriété. Quels sont les recours si le tuteur n'agit pas, que les conditions de vie du majeur protégé sont manifestement indignes? Après, il faut saisir le juge. C'est la seule façon d'essayer. Effectivement, si ce majeur protégé il a un tuteur et que le tuteur semble inapte à gérer les problématiques de son majeur protégé, il faut passer par le juge, qui le juge est là justement pour vérifier que le tuteur remplit correctement sa mission et éventuellement prendre d'autres décisions. Et exactement. Modifier le tuteur, le révoquer de ses fonctions. Tout ça avant l'homicide. C'est une blague. Oui, monsieur. Bonsoir, Gérard Branche, je suis médiateur à la Chambre nationale des praticiens de la médiation. La question que je vous pose, elle a trait à l'organisation des entretiens avec les médiés lorsque nous sommes saisis d'une médiation judiciaire, c'est-à-dire à la demande du juge. Donc les entretiens, parfois dans le cadre de succession, se déroulent avec
le tuteur. À votre avis, ce tuteur peut-il agir simplement de sa propre initiative ou doit-il solliciter l'accord du juge pour participer à cette médiation? Donc on est dans le cas de figure d'une médiation où la personne qui est sous un régime de protection a accepté une médiation, ou c'est son tuteur qui a accepté une médiation? Non, c'est son tuteur. Parce qu'il faut que la médiation soit acceptée. Oui. On est dans le cadre d'un procès où le juge a demandé aux personnes d'aller en médiation. Donc nous sommes saisis de ce dossier et donc on fait des entretiens individuels et collectifs. Et là, parfois, on a la représentation d'un tuteur. Et donc ce tuteur, la question que je me pose, c'est faut-il qu'il demande l'autorisation au juge pour participer à la médiation, s'agissant de médiation qui touche une succession. Si je peux me permettre d'intervenir. Je pense que tout dépend de l'acte qui va résulter. Tout dépend, je ne sais pas ce que vous en pensez, tout dépend de l'acte qui va résulter de la médiation. Si l'acte qui résulte de la médiation est un acte de disposition, par exemple, là, évidemment, il faudra l'autorisation du juge. Si c'est simplement quelque chose de mineur, qui, et bien là, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin. Enfin, voilà ce que je pense. Mais je ne sais pas les conférenciers. C'est ça. Parce que c'est le critère, en fait, effectivement. Et c'est vrai que par avance, c'est difficile, quand vous commencez une médiation, de savoir où vous allez aller et jusqu'où... Donc généralement, en fait, la médiation, elle se termine ou pas par un accord. Cet accord est signé par les médiés et par les avocats. Et généralement, cet accord, s'il s'agit d'une succession avec un partage, il va au notaire. Et donc le notaire se base sur cet accord pour ensuite prendre les actes de succession. Donc voilà, l'intérêt, c'est de savoir si le tuteur peut, sans l'autorisation du juge, participer à cette médiation et signer l'accord qui va aller au notaire. Alors moi, je pense que oui, il peut participer. Et puis en fonction de l'évolution de cette médiation et de l'accord qui va être mis en place, soit le tuteur va avoir la possibilité de pouvoir le signer sans autorisation, soit nécessairement il y aura une autorisation qui sera préalable. Merci beaucoup pour votre réponse. D'autres questions? Simplement, je ne sais pas une question. Et tout à l'heure, tu as dit l'habilitation. Pardon. Tout à l'heure, tu as dit l'habilitation familiale a eu un succès. Et tu as rajouté, il n'y a pas de contrôle. Donc, cherchons pas les causes du succès. Il est évident que moi, les habilitations familiales, j'y suis allé. Là, ça, c'est formidable. Les gens s'entendent, tout ça. Après, c'est le problème, s'il y a un recours, parce que tout à l'heure, c'est Damien qui a dit il y a des recours. Mais en fait, s'il y a un recours, comme il faut qu'il y ait une entente, le recours, ça va être vite réglé, puisque suffit qu'il y en ait un qui dise mais moi, je ne suis plus d'accord, un des frères ou sœurs, par exemple, et on met fin à l'habilitation familiale. Ça passe en tutelle, après. Voilà, ça passe en tutelle. Je vous assure que l'habilitation familiale, c'est vraiment un bel outil. Moi, je suis toujours critique, les jeunes, vous me connaissez, mais c'est un bel outil. Et là, quand c'est sorti, moi, je m'en suis beaucoup servi. Je trouve que c'est bien. Et puis, les gens apprécient, parce que, voilà, c'est souple, tout ça, c'est quelque chose de bien. À côté de ça, on a compliqué. Tout à l'heure, tu as parlé de l'inventaire. Maintenant, l'inventaire, il faut une expertise des biens immobiliers. Avant, moi, j'ai connu une époque, il n'y en avait pas besoin. On se demande à quoi ça sert faire une expertise, parce qu'au moment qu'on fasse un inventaire, oui, mais une expertise, de toute façon, au moment où il va falloir faire un acte de disposition ou autre, il va falloir revenir dessus, elle ne sera plus actualisée. Donc c'est un truc qui coûte du fric et qui ne sert à rien. Donc, évaluation, oui, inventaire, oui, mais n'allons pas rentrer dans les frais pour des choses qui n'ont aucune inutilité. Donc là, le législateur s'est un peu planté là-dessus. Je pense que de toute façon, c'est toujours pareil, mais je ne veux pas trop... Mais il faudrait vraiment que le législateur s'appuie sur la pratique, sur les praticiens, et bien évidemment sur les notaires qui... Et si on peut faire éviter des frais, vous savez que les notaires, on a toujours été dans ce sens, éviter des dépenses inutiles. Et donc là, l'habilitation familiale, bravo. Pour le reste, l'histoire qu'il faut 2 avis également. Pour les successions, c'est pareil. Pour faire accepter une succession, il faut faire un état de l'actif passif. Moi, j'avais trouvé un accord avec les juges des tutelles à l'époque où je mettais simplement que je certifiais sous l'honneur que l'actif était manifestement supérieur au passif. Alors au départ, ils voulaient comme ça, et puis les juges avaient été, parce qu'ils sont très sympas, les juges des tutelles pour la plupart, et puis
accessible. Ils avaient dit, bah ouais, Maître Grolière, pourquoi pas. Et du coup, on a envoyé. Alors, je ne sais pas si ça marche encore comme ça. C'est comme ça, voilà. Et là, ça nous évitait, si vous voulez, de faire un actif passif qui nous prend du temps et qui coûte de l'argent. Il ne faut pas se faire d'illusions à partir du moment où on y passe du temps. Merci. Bon, plus de... Pas de message sur le chat. Bon. Pas d'autres questions sur Pas le d'autres chat. questions. Ben, je pense que nous pouvons clôturer ce thème. Et puis pour ceux qui sont présents ici physiquement, ben, on peut s'acheminer pour prendre un verre ensemble. Voilà.